Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot, mardi 21h sur RTS Radio, c'est Quand on aime le foot, on parle foot. Nous sommes là tous les mardis à 21h, oui. Prenez rendez-vous, si vous connaissez pas l'émission. Nous sommes tous les soirs présents, tous les mardis soirs présents, avec mes chroniqueurs bien sûr, Jean-Michel Badian, Julien et Bastien. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir à Bastien, le petit dernier qui vient d'arriver, certes sur le fil, mais bon, très connu quand même du groupe de Quand on aime le foot, on parle foot, un de mes premiers collaborateurs quand même, faut pas, je l'oublie pas. Bonsoir tout le monde. Voilà, et j'oublie pas aussi que tu as été aussi le créateur du nom du site du groupe, qui est un peu complexe, mais le nom du groupe quand même, faut pas l'oublier. Je me rappellerai de ça. Bon. Et ce qu'a fait le reste derrière, félicitations. C'est vrai. Donc en fait, c'est un petit peu à cause de lui si tous les invités galèrent à dire la phrase à la fin de l'émission. Exactement. Ils peuvent le remercier. Exactement. Ils peuvent le remercier maintenant. Jean-Michel Badian n'a pas galéré. Je suis désolé. Voilà, c'est peut-être le seul. Mais bon. Là, il y a eu des mots depuis là. Il y en a quelques-uns qui oui. sont pas trop mal sortis quand même. Ouais. Larsen Touré a dérapé un petit peu, mais ça a été. Ouais, Larsen, c'était un scandale. Larsen, il a tout raté, ouais. Ouais, je suis obligé de les protéger, je suis désolé. Mais ce soir, nous avons un invité, c'est notre partenaire, jeunefooteux.com. N'oubliez pas, c'est un très très beau site, et c'est Fred, le créateur de ce site internet. Bonsoir Frédéric, merci d'être avec nous sur RTS Radio. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Mais de rien, ça fait la deuxième fois sur notre émission. En tout cas, c'est un honneur de t'avoir parce que c'est un très beau site que tu as actuellement pour publier des infos, pour avoir un blog aussi. Un de nos anciens chroniqueurs est actuellement chez toi, jeunefoot.com, ouais, Erwan. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, il y est par intermittence, on va dire, mais bon, il y est quand même. C'est vrai, il y est. Et on peut créer son blog, voilà. Il peut t'aider à créer ton blog. Voilà, et là, surtout, j'essaye de mettre en place un nouveau service avec les blogs, c'est-à-dire permettre aux blogueurs pas forcément d'être rémunérés, mais d'avoir des sponsors, leur permettant de gagner des lots assez régulièrement, mais bon. Pas facile avec les sponsors à l'heure actuelle, mais bon, on essaye, on fait le maximum, quoi. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller voir ce site et justement à aller créer votre blog de football, d'actu de football. Il y en a beaucoup, comme certains que je connais sur Facebook, donc un très bon site à aller voir. Et justement, nous publions toutes nos dernières actus, surtout sur nos émissions. Voilà. Écoutez, messieurs, n'oubliez pas surtout le sommaire. Premier débat, choix de l'invité. Donc Fred choisira son débat. Deuxième débat, choix des chroniqueurs. Top ou flop de Quand on aime. Donc on parlera de Nice et les pronostics pour finir, bien sûr. Et moi, j'oublie pas, maintenant, comme chaque soir, c'est un peu comme une tradition, maintenant, un petit jingle qui coupera nos débats. La dernière fois, c'était Sepp Blatter, et avant Sepp Blatter, c'était Larsen Touré. Et là, ce soir, c'est quoi? Les journalistes de merde. On leur fait pipi au petit cucu. Mais il faut arrêter de critiquer le football, de parler mal du football et tout. Voilà, ça sera Louis Nicolas. Écoutez, messieurs, j'ai trouvé ça très très sympathique. On leur fait pipi au cul. C'était très 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 bon. Allez voir sur YouTube. Allez voir sur YouTube, c'est excellent. Il y en a à boire et à manger de Louis Nicolas. Je pense que je pourrais en faire des mois et des mois sans aucun problème. Mes prochaines personnes à attaquer, ça sera bien sûr mes chroniqueurs. Donc un certain Jean-Michel Badian. Bon, c'est pas grave, je cache le nom. Allez, j'oublie pas bien sûr mes partenaires de ce soir, jeunefoot.com qui est avec nous ce soir bien sûr, et tout le monde s'en fout, et football.com. Allez, ce soir, Fred, c'est ton soir, c'est toi qui choisis le débat. Je te propose, Arsenal perd en FA Cup, ils peuvent dire adieu à cette coupe. Cette année, ça sera une année sans coupe. Pourquoi? Nous allons aller au plus profond de ces sujets, ou sinon, 25e journée est passé, mais il reste dans la zone rouge. Mais qui va descendre dans cette Ligue 2? On va essayer de répondre ce soir. Quel est ton choix?
Bon, on va rester sur Ligue 1. Donc, descente Ligue 2, les protagonistes. Ok, sur la descente de la Ligue 2. Ok, très bien. J'espère que vous avez potassé, messieurs, hein, parce que bon, Arsenal, hein, ils sont en train de jouer, ils sont en train de perdre, donc je pense que la crise, on pourra la faire la semaine prochaine, peut-être, hein, vu comment c'est parti. En tout cas, ce soir, ça sera nous pour la Ligue 1. Enfin, qui va descendre pour cette Ligue 2, hein, ça va être un peu complexe. Hein, 25e journée, hein, déjà passée avec des très beaux résultats. Donc, je vous rappelle, hein, les derniers, 20e Nancy, 18 points, 19e 3, 19 points et 18e Evian, 23 points. Donc juste derrière, il y a Reims, Brest, Bastia et Sochaux. Bah voilà, première question pour toi, Fred. Hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein, Nancy 3, Evian, ça va bouger, ça va pas bouger? Bon, c'est difficile à répondre. Hein. Pour moi, je pense que ça va encore bouger. Je pense que 3 va se sauver. Je les vois bien se sauver parce qu'ils produisent du jeu quand même. Et après, je pense que surtout pour Reims, ça risque d'être difficile et je me méfierais aussi pour Bastia, hein, parce que Bastia est pas sauvé non plus. Hein. D'accord, très bien. Messieurs, mes chroniqueurs, hein, à commencer par Bastien. Hein. Toi, tu les vois descendre 3 ou tu les vois encore capables de rester dans cette Ligue 1 mais pas... Dans la Ligue 1. Alors, quand on voit le papier comme ça, et pour moi, 3 et Nancy, ça va être dur. Même si 3 produisent du beau jeu, c'est un peu tard, je pense. Je préfère se réveiller un peu plus tôt. Maintenant, que Evian se sauve, c'est largement possible parce que 3 points entre le 18e et le 14e, c'est rikiki, quoi. Bon, par contre, 4 points entre le 18 et le 19, là, Ouais, là, ça peut jouer. Ça peut jouer. C'est rikiki aussi d'un côté, hein, mais ça peut jouer. Alors maintenant, est-ce que 3 va se sauver? Je sais pas. Il y a Reims, comme il a dit, que Reims, ils sont un peu sur la dentelle, on va dire. Ils sont vraiment sur la zone rouge, en tout cas. Jean-Michel, Jean-Michel, pour toi. Nancy 3 et Evian, pour toi, là, c'est du grand championnat, là. Pour moi, le classement va encore bouger parce qu'on peut s'apercevoir que jusqu'au 14e Sochaux, qui a 26 points, si je dis pas de bêtises, il y a que 3 points par rapport à Evian. C'est ça, tout à fait. Après, j'ajouterais par rapport à une équipe comme 3 que, justement, moi, je les trouve trop joueurs, en fait. Pour avoir vu énormément de matchs de leur part depuis le début de saison, puisque il y avait Mounir Obadi là-bas. Je trouve qu'ils ont perdu énormément de points dans les dernières minutes en prenant des buts, mais parce que justement ils n'étaient pas capables de fermer et qu'ils étaient beaucoup trop joueurs pour une équipe qui joue de maintien. Après, ça va être un peu serré parce que quand on voit une équipe comme Sochaux qui est capable de battre l'OM, qui est capable de battre Paris ce week-end, mais qui a plus de mal sur les équipes entre guillemets qui disputent le même championnat qu'elle. Je pense que ça va être compliqué. Il y a aussi une équipe comme Brest qui malgré le nul ce week-end reste sur quelques matchs compliqués, en tout cas sous le plan comptable. Donc ça va pas être évident. Ouais. C'est vrai que ça va être un peu complexe, hein, quand même. Pour savoir, hein, derrière, Reims est à plus 1 point, Brest plus 2 points et Bastia et Sochaux plus 3 points. Donc c'est un peu complexe quand même à savoir ce qu'on va faire. Julien, toi, pour toi, Nancy 3 Evian, ça va être simple. Pour le coup, pour rebondir un peu sur ce que disait Jean-Michel, effectivement, si 3 ont tendance à jouer beaucoup, à faire du jeu et tout, effectivement, ça peut être un peu préjudiciable pour eux, mais je trouve que pour le coup, ils méritent vraiment du coup de se sauver. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment un jeu séduisant. Quand on voit les performances que fait un joueur comme Nivet par exemple, qui a 36 ans et qui est au-dessus du lot dans cette équipe à son âge, je trouve ça assez impressionnant. Et donc c'est vrai que j'ai un peu de la peine pour eux de les voir à cette place-là, et j'ai envie de les voir un peu plus haut et j'ai envie de les voir se maintenir parce que ouais, j'apprécie bien cette équipe. Après, concernant Nancy, Reims, c'est des équipes que sur lesquelles je m'attarde un peu moins, donc je peux moins me prononcer.
Et sinon, je dirais aussi que j'aimerais pas voir Bastia descendre plus bas, parce que pareil, je trouve qu'ils ont un jeu assez séduisant et que malheureusement ils peinent un petit peu, ils ont un peu de manque de réussite, je trouve, à l'image d'Anthony Modeste, ou même je voyais un petit peu, il y a quand même quelques erreurs d'arbitrage ce week-end là, je trouve qu'il manque un peu de réussite. Donc voilà, globalement. D'accord, mais on voit ce soir quand même que ça peut être très très compliqué, hein, parce que on voit Sochaux qui gagne contre Paris, on s'y attendait pas du tout. Bastia qui perd contre Nice à domicile. Donc il y a des scores un peu complexes, hein, même Reims qui est là, qui produit son jeu, mais qui est sur le bord du fil. Pour toi, Fred, Sochaux, même s'ils ont gagné contre Paris, c'est risqué quand même. Ah, c'est super risqué, surtout que ce championnat, c'est que enfin, ça se caractérise par énormément d'inconstance, que ça soit tout en haut et surtout en bas. C'est difficile de prédire la fin du championnat. Pour moi, ça va jouer le dernier match. Je pense que ça va être le dernier match. Une équipe comme Bastia qui peut sortir des bons matchs, mais qui peut faire vraiment des super mauvais matchs. Reims, moi je vois plutôt Reims. Ouais, Reims, il y a pas trop de jeu et c'est l'équipe qui risque. En plus, je pense, d'après ce que j'ai cru voir, il y a encore des confrontations directes entre Reims, Sochaux, il me semble. Il y a Brest, il y a pas mal de confrontations directes. Et dans ce jeu-là, je vois vraiment Reims descendre. Mais vraiment 3 se sauver. Je pense que à ce jeu-là, 3 a vraiment les outils nécessaires pour pouvoir se sauver. Il y a vraiment des bons joueurs, comme disait Julien. Nivet, c'est vraiment un super joueur qui est capable de, je pense, réussir à canaliser les jeunes qui sont là à côté et permettre de donner un peu d'expérience un peu plus à l'équipe et peut-être qu'ils vont se sauver d'un point, ce qui serait bien. Mais bon, c'est complexe quand même, c'est super dur à pronostiquer. Hein. Je vois pas trop à l'heure actuelle. Et par ailleurs, on a sur Twitter Jérémy Batté qui nous dit que lui il voit plutôt Nancy, Troyes et Brest descendre à force de vendre leurs meilleurs buteurs à chaque mercato d'hiver. Ouais, c'est pas faux ça. Hein. Brest sur la tangente, hein, pas mal aussi. Il y a pas énormément de fond de jeu. Hein. J'ai regardé pas mal de matchs de Brest et c'est vrai que niveau fond de jeu, il y a pas grand chose et en plus là apparemment Chauvin il est sur la sellette bien comme il faut. Ça risque d'être compliqué aussi. Hein. Donc oui, Evian quand même et peut monter, peut descendre. En fait, ça reste quand même un sacré yo-yo. Hein. Moi, pour ma part, hein, moi je vois bien Nancy 3 descendre quand même. Hein. Nancy a quand même ça me rappelle un peu les équipes qui sont descendues l'année dernière où on voyait qu'ils avaient la capacité de gagner, qui perdaient. Et là c'est vraiment mais la Shkumun du perdant. Hein. Faut être clair hein, ce soir. Hein. Le mec qui arrive pas à gagner, qui est 20e et qui prend un point par-ci par-là. Nancy, actuellement, ce soir, on peut se dire quand même que déjà en plus leur recrutement, ils s'attendent déjà à descendre en Ligue 2 parce qu'ils ont déjà fait un pré-recrutement. Ah, puis surtout ils ont allégé la masse salariale. Hein, ben voilà, c'est ça, ils ont fait un pré-recrutement Ligue 2. Ouais. Ah, alors déjà première chose déjà sur Nancy, on va passer sur Nancy. Vous trouvez pas ça flagrant quand même que on sait qu'ils sont loin, ça va être difficile, mais déjà vendre ces joueurs, déjà anticiper sur la masse salariale, c'est quand même dur quand même pour un club comme Nancy. C'est dur, mais ils ont vu ce qui s'est passé avec des équipes comme Lens. On prend pas Monaco parce que derrière il y a eu un réinvestissement juste monstrueux qui s'est passé derrière, mais on voit une équipe comme Lens qui est descendue et qui avait pas anticipé la descente, ça a juste été catastrophique. C'est perte de millions, ils ont pas réussi à faire partir les joueurs avec des salaires énormes. Donc ouais, Rousselot il va anticiper. Bon, c'est dur pour les joueurs de se dire que le président il joue la descente. Mais après il y a le contexte économique qui est particulier aussi. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils auraient pas pu faire un effort? Est-ce que s'ils n'avaient pas fait justement cette démarche-là, est-ce qu'ils auraient pas eu une chance de rester quand même? Est-ce que ça aurait pas valu le coup de faire un effort tout de même? Il y a Nancy qui joue sur la corde parce qu'au niveau économique, il y a vraiment un énorme problème. La masse salariale, c'est-à-dire qu'ils vont être déficitaires, qu'ils restent en Ligue 1 ou qu'ils descendent. De toute façon, même s'ils restent en Ligue 1, ils vont avoir un gros problème budgétaire en fin de saison. Donc, à mon avis, il a dû faire une paire de coups. Ils se disent, l'équipe, ils vont le placer, ils vont descendre, on va faire, on va dégraisser au maximum et advienne qui pourra, quoi. Hein. Ouais, donc ouais, ça reste quand même complexe. Moi, à anticiper comme ça, toi, Jean-Michel, ton avis sur Nancy qui anticipe déjà cette descente en Ligue 2. Ils sont déjà perdants d'avance. Bah moi, c'est pas quelque chose qui m'a choqué parce que ça a été un petit peu la politique générale de tous les clubs sur le dernier mercato. Après, bien sûr, toute proportion gardée,
On peut pas bien sûr comparer ce qu'a pu faire l'Olympique Lyonnais avec ce que fait Nancy, mais le procédé reste le même, alléger la masse salariale. Après, il y a un point qui est différent, c'est le point purement sportif. Et là, je pense pas que sur ce point-là, ils pensent qu'ils sont condamnés, quoi. Pour preuve, c'est ils ont changé d'entraîneur et ils ont eu ce petit sursaut sur quelques matchs où c'était beaucoup plus intéressant, où ça a attaqué, où ils ont même gagné, ils ont même battu Lorient, il me semble. Donc je pense pas que pour eux ils sont déjà relégués. Je pense qu'ils savent qu'il faut enchaîner une série, qu'il va falloir enchaîner cette série et que souvent comme dans toute série le match le plus compliqué à aller chercher est cette première victoire, quoi. Donc c'est vraiment deux points bien différents qu'il faut analyser entre le président qui gère son club comme une entreprise parce que il a aussi des comptes à rendre. Et puis le sportif où là les joueurs, malgré ceux qui sont partis, Nancy garde quand même une équipe avec des joueurs de qualité, quoi. Même je sais pas si ça sera suffisant, quoi. Ouais, c'est vrai. On peut dire un petit mot aussi sur Jean Fernandez, hein, qui a démissionné tout simplement de son poste. Après un entraîneur qui arrive comme ça, et Jean Fernandez qui est quand même pas trop mauvais, mais qui a pas fait ses marques à Nancy. Ah, tout club est différent, c'est ça le problème, c'est que Jean Fernandez, il a voulu imposer sa marque, sa patte, ça a marché à un moment, hein. C'était assez séduisant ce qu'il avait réussi à faire par moment, mais après derrière c'est compliqué, il faut que les joueurs s'adaptent, acceptent la méthode de jeu, et après les tensions, on ne sait pas, les tensions qui puissent exister entre certains joueurs. Là il y avait eu l'affaire Molo Fernandez, apparemment c'était hyper électrique, apparemment ça a créé d'autres tensions dans le vestiaire. Bon, après, c'est que des dires, hein. On sait pas vraiment ce qui se passe dans un vestiaire, mais à partir du moment où les joueurs, n'acceptent plus le discours d'un entraîneur, ça devient hyper compliqué pour lui. Ça doit être le meilleur entraîneur du monde, c'est super compliqué. Et bon, l'affaire Fernandez n'a pas été très bien gérée dans l'absolu, parce que la démission, c'est pas lui-même, hein, apparemment. Enfin, oui, c'est ce qui a été dit. Ouais. C'est ce qui a été dit, mais bon, après, c'est des histoires de vestiaire, ça. Et à mon avis, ça restera dans le vestiaire. Après, avec la descente, il y aura peut-être un déballage qui se fera, parce que très récemment, Fernandez était plus là, et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des grosses tensions, hein. On a vu ça avec Puy-Grenier, qu'il y a eu bagarre entraînement. Oui, Nancy, le contexte est spécial. À Nancy, on sait pas trop ce qui se passe, et je pense que ça arrive de déballer fin de saison, hein. Ok, très bien. Écoutez, je vais vous demander tous vos trois clubs qui vont descendre à la fin de la saison. On va commencer par Bastien. Pour toi, ça va bouger ou ça va pas bouger? Nancy 3, Evian? Bon, moi, je reste sur ma position pour la place du perdre à prendre. Je veux dire ça comme ça va être la place de Evian, 18e. Après, j'opterai entre Reims et Brest. Maintenant, 3 et Nancy, pour moi, ça va descendre, quoi. Il y a pas. Je vois mal le 3 revenir, même s'il faut un peu d'effort, et Nancy encore moins. Maintenant, Evian, ils vont rester, j'en suis quasiment sûr, on va dire. Maintenant, la 18e place va être entre Reims et Brest pour moi. Ouais, Brest pour toi, ok, très bien. Écoutez, moi, j'espère que Reims descendra pas, parce qu'il y a encore un club mythique qui a quand même un grand palmarès. Toi, Julien, pour toi, tes 3 favoris, demande aussi au Twittos, hein. Ouais, je suis en attente de leur réponse là. Moi personnellement, comme je disais, j'espère pas voir 3. Et moi je pencherais plus pour Reims-Brest, plus par élimination d'ailleurs, mais Reims-Brest et Nancy, quoi. Parce que c'est les 3 qui me séduisent le moins. Et puis voilà, quoi. Et puis j'attends la réponse des tutos pour vous la donner dans un instant. Ok, très bien. Jean-Michel. Moi, les 3, mais vraiment, puisque je suis peut-être un petit peu moins emballé par le jeu qu'il produit, je vais dire Evian, Reims, et après j'ai une hésitation entre Brest et Nancy. Mais pour moi, 3 va se sauver. Ah ouais, quand même. Ouais. Bah, c'est vrai qu'ils produisent un très beau jeu 3, mais c'est vrai que, comme vous le dites, hein, c'est vrai qu'ils séduisent beaucoup de monde, hein, même surprenant. Mais voilà, peut-être trop de buts aussi qu'ils font. Alors nos tweetos, j'ai vu qu'il y avait certains qui avaient tweeté, comme Dominico, je crois. Oui, tout à fait. Dominico, il nous dit Nancy, Evian et 3 pour sa part. D'accord, ok.
Ça reste quand même assez serré, hein. Mais si on aura enregistré, de toute façon ces périodes-là, on verra bien si Fred ou Jean-Michel ou Julien ou Bastien ont eu raison. Hein, là c'est la grande question. On verra ça. En tout cas, ça sera, c'est sûr, ça sera pas à Montpellier, ça c'est sûr. Les journalistes de merde. On leur fait pipi au petit cucu. Mais il faut arrêter de critiquer le football, de parler mal du football et tout. Et voilà, notre ami Louis Nicolin. Il est imparable, imparable. Il est sympa le jingle, j'aime bien. Ouais, j'ai pas trop peiné à le trouver celui-là, tu vois. Seb Blatter, j'ai peiné, mais celui-là non. Ah mais il y a du contenu, il y a de quoi faire. Ah bah il y a du contenu, c'est clair. Allez, deuxième débat, c'est parti. Merci Louis Nicolin, à lui qui nous a coupé la parole. La défaite des Bleus face à l'Allemagne, coup d'arrêt inquiétant ou pas? Je vous rappelle quand même que c'est un match amical, on a perdu 2-1. Première question pour toi Fred, alors c'est inquiétant ou pas? Inquiétant non, parce que ça reflète parfaitement l'équipe de France à l'heure actuelle. Match amical, ça a pas forcément bien joué. On sentait qu'il y avait de l'envie pour certains joueurs, mais derrière il y a pas de fond de jeu. C'était étonnant par rapport au match où ils avaient réussi, par rapport au match contre l'Espagne où ils avaient réussi malgré il était dominé, ils avaient quand même bien réussi à cadrer le jeu mais là on les sentait, enfin moi je les sentais pas trop dans le match, donc non, c'est pas une surprise. Moi après derrière, même s'ils font un résultat là au mois de mars contre l'Espagne, ça m'étonnerait même pas. Donc c'est l'équipe de France, c'est l'inconstance de l'équipe de France à l'heure actuelle, donc c'est pas forcément étonnant. Ouais, donc pour toi c'est un peu une fatalité, ça peut aller en bas comme ça peut être tout ou rien. Ça peut être tout ou rien, et ce match-là pour moi ça a pas été tout, ça a été beaucoup rien, parce que il y a des joueurs qui se sont défoncés comme Valbuena qui s'est défoncé. Le seul problème c'est que voilà, l'équipe de France, moi je le vois comme ça, c'est qu'il manque un meneur de jeu. Il manque véritablement un meneur de jeu, et à partir du moment où le jeu il est pas animé, ça lâche assez vite. Et un gars comme Benzema qui a de l'or dans les pieds, à partir du moment où il reçoit pas les bons ballons, où il se crève à aller chercher la balle parce que derrière t'as Valbuena qui va partir à gauche, à droite derrière, il y a pas de système de jeu vraiment bien mis en place, et voilà, c'est ça le problème de l'équipe de France à l'heure actuelle. Mais Ouais. Valbuena serait vraiment capable de remplir ce rôle que tu dis de meneur de jeu, je pense, moi. Si on pouvait le canaliser et puis en tout cas lui C'est dire pas un de meneur de rester jeu, plutôt dans l'axe, etc. Je pense qu'il peut remplir ce rôle avec la forme qu'il a en ce moment. Je pense qu'il peut remplir ce rôle sans problème. C'est pas son style. C'est pas son style, non. Puis un meneur de jeu, pour moi, il doit rester, il doit être capable de distribuer le jeu sans courir des kilomètres et des kilomètres. C'est ce qui manque à l'équipe de France. Un joueur qui Exactement. sait bien se placer, qui est toujours bien placé, et qui en espace de 2 secondes est capable de mettre un ballon, un caviar à l'attaquant, et qui permettrait à Benzema de rester devant. Pour moi, ça, pour l'instant, Valbuena, c'est pas le joueur capable de faire ça. Après, je critique pas le joueur, c'est un bon joueur qui se défonce comme pas possible sur le terrain. Mais actuellement à Marseille, il est derrière cet attaquant, limite à 2 doigts d'être un numéro 10 ou plus un 9,5 alors pour vous? Non? Jean-Michel, pour toi c'est un 9,5 ou un 10? Ouais, enfin, pour moi, ça, dans le football, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est un peu la même chose, quoi. On chipote, on va oui, dire ça. un peu, parce que, pour moi, je pense pas que ça soit vraiment le problème, quoi. Enfin, moi, sur le match que j'ai vu contre l'Allemagne, déjà, c'est un match qui m'a bien plu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris autant de plaisir, en tout cas, par rapport à la période du match amical. Parce que quand on sait qu'il y a des champions qui arrivent avec les clubs, ajouter à ça que la condition physique des joueurs n'est pas la même. Quand on voit un joueur par exemple comme Karim Benzema qui est un petit peu dans le dur sur le plan physique, on peut comprendre que ça soit pas toujours évident d'enchaîner une saison à bloc. Après sur le match en lui-même, j'ai juste vu l'écart qu'il y a entre une équipe qui a certaines certitudes, qui enchaîne depuis 2-3 compétitions avec un noyau de joueurs et qui enchaîne des bonnes performances, en l'occurrence l'Allemagne. Ouais. Et puis nous, même si on a en net progrès à travers l'état d'esprit ou même la cohérence qu'on est capable de mettre dans ce groupe, il y a encore des progrès à faire, mais c'est normal. On peut pas avoir les mêmes automatismes que peuvent avoir des joueurs comme l'Allemagne ou comme peut avoir l'Espagne, qu'on a joué auparavant et qui on a été chercher un nul. Mais pour moi, je préfère avoir un match amical, de jouer l'Allemagne ou de jouer l'Espagne ou de jouer l'Italie que d'aller jouer, je sais pas, le Bangladesh ou je sais pas qui, quoi. Ah c'est plus formateur, c'est clair. Hein. Oui, donc, Mais l'Allemagne a été plus forte, clairement. Ah oui,
Ah oui, oui, non, mais justement, ces matchs-là servent aussi à pouvoir identifier les éventuels points sur lesquels il faut travailler, sur lesquels il faut avancer, et c'est ce genre de matchs qui font de vous une équipe compétitive dans le futur, quoi. Ah, justement, alors je rebondis sur ce que tu dis, Jean-Michel. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'un match amical peut être référence? Parce que c'est un peu ce que tu peux un peu tester, on va dire, le niveau de certains. Est-ce qu'on peut vraiment se référencer par rapport à ça? Oh, je pense, hein. Je pense dans le sens où en plus l'Allemagne, il y avait des joueurs, il y avait pas l'équipe type, hein, il y avait des joueurs qui avaient besoin de prouver qu'ils pouvaient avoir une place au sein même de l'équipe type de l'équipe d'Allemagne. Donc c'est des joueurs qui se sont défoncés et pour la France, bah ça a été juste parfait entre guillemets quoi. C'est-à-dire que bah ils ont rencontré des joueurs qu'ils avaient qui se sont donnés à fond et qui voulaient avoir leur place. C'est comme l'a dit Jean-Michel, c'est mieux de jouer contre une équipe qui se donne à fond sur le terrain parce qu'ils veulent avoir leur certitude et ils veulent démontrer de quoi ils sont capables, que jouer contre une équipe qui sont là plus en démonstration, montrer qu'ils sont contents de jouer contre l'équipe de France et puis voilà quoi. Ouais, on voit peut-être cette différence sur certains. Toi, Julien, ton avis là-dessus, peut-être les avis des tweetos. Bah, moi je trouve que on est un peu sévère quand même avec l'équipe de France, surtout que, enfin, je pense que justement pour moi, ce match contre l'Allemagne, je vais pas dire que j'en tiens pas compte, mais j'en retiens finalement pas grand-chose parce que effectivement c'était un match amical. Je suis pas sûr d'ailleurs que malheureusement d'ailleurs, hein, j'aurais bien aimé les voir mouiller le maillot à fond, mais je suis pas sûr qu'ils aient justement joué ce match à fond. Bien que certains avaient une place à gagner, etc. Et donc voilà. Après, on a Jérémy Batté sur Twitter qui nous dit que ça le surprend pas du tout ce résultat contre l'Allemagne parce que quand on voyait ce qu'avait fait l'équipe de France contre le Japon, par exemple, une telle irrégularité ne surprend pas finalement. Donc voilà, moi je rejoins un peu cet avis aussi, mais je me dis que je préfère juger l'équipe de France sur des matchs officiels entre guillemets que sur des matchs amicaux, quoi. Donc je suis un peu réservé là-dessus. T'es un peu réservé là-dessus. Toi, Bastien, ton avis sur cette équipe de France? Je suis un peu partagé aussi. Ça reste un match amical, en même temps, c'était l'Allemagne. L'Allemagne a bien joué et ils ont pas eu de retenue, en fait. Ouais. Ça permet de vraiment jouer notre niveau, en fait, même en match amical. C'est rare. Et tant pis, c'était une défaite. Au moins, on a vu de quoi on était capable. Même si on voit qu'il y a toujours certains ils sont pas encore à la fin. Ils sont absents dans le jeu. Ils sont absents. Ouais, peut-être certains comme Benzema, tu voulais peut-être dire. Benzema, qui me déçoit un petit peu ces derniers temps, ouais, je vois pas souvent marqué d'ailleurs. C'est pas. Ouais, donc. En ce moment, c'est pas une référence pour moi. Faudrait peut-être mettre d'autres joueurs pour le mettre un petit peu en pression et lui dire, bon, ben voilà, si tu veux jouer, actif, quoi. Bon, il a pas que des offrandes non plus, d'autres joueurs, hein. Pas forcément toujours des bons ballons, mais le peu qu'il peut avoir, je pense qu'il exploite pas forcément de la meilleure des manières. Bon, alors, c'est pas lui le voilà, on t'a perdu, Bastien. Ouais. Bon, en attendant, je peux peut-être donner quelques Vas-y, Twitter. Julien. C'est l'équipe en général qui manque il manque quelque chose. Vas-y, Julien, ça va couper. Ouais, donc on a déjà, je suis content, Jérémy semble d'accord avec moi sur ce que je viens de dire juste avant. Et sinon, il y avait pas mal de monde qui réagissait aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Mathieu Valbuena. Et on a Eric qui nous dit que le costume de numéro 10 lui paraît un peu trop grand pour lui. Et Jérémy qui est un peu de cet avis-là aussi. Oui. Pas mal, hein. Et donc Jérémy qui rejoint un peu cet avis aussi, qui voit plus Valbuena sur le côté droit, sachant d'ailleurs que Deschamps a tendance à préférer le 4-3-3, voilà. Je crois que c'était une vanne sur sa petite taille, voilà, ça c'est fait au moins. Écoutez, on va passer ouais, je pense aussi. On va passer à l'énigme Benzema, hein, parce que c'était un peu une énigme sur ce match. Enfin, pour ma part, hein, ça a été beaucoup dit dans les médias, a été énormément dénigré. Pour toi, Fred, Benzema, c'est une énigme actuellement parce que sur ce match-là, ça a été dur pour lui. Ça a été dur, ouais. C'est sûr, ça a été super dur. Après, une énigme, c'est difficile de dire ça parce que Benzema, derrière, tout le monde voudrait qu'il reste en pointe. C'est vrai que c'est le joueur qui décroche énormément. Il décroche, mais c'est comme pas possible. Il y a quand tu regardes le match, c'est juste énervant. Mais derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de numéro 10. Il y a personne qui est capable de distribuer des super bons caviars. Et derrière, lui, ce qu'il essaye, c'est de jouer à l'espagnol, entre guillemets, hein. Quand on voit l'équipe d'Espagne qui joue sans attaquant, ça décroche tout le temps, et là, le problème, il est là, c'est qu'en fin de compte, il sait pas où se situer. En équipe de France, il sait pas où se situer.
Au Real, Mourinho a réussi à le canaliser, à bien le placer sur le terrain et ça fonctionne plutôt bien dans Et il l'ensemble. est placé pareil qu'en équipe de France. Oui, mais derrière, il n'y a pas les mêmes joueurs. C'est ça le problème. Et est-ce Ouais. qu'il aurait pas un petit problème d'ego aussi? Parce que est-ce qu'on peut pas se dire qu'il aurait tendance à vouloir faire tout seul? Est-ce qu'il en Bah, fait c'est ce pas que je pensais à un trop? moment, hein. C'est ce que je me disais. Mais je pense que ça serait facile de dire un problème d'ego. Après, moi, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment, voir si il n'y a pas moyen de changer de système de jeu avec Deschamps, ou si Deschamps veut pas changer de système de jeu, bah mettre Benzema sur le banc, hein, comme tu l'as dit, et mettre Giroud à la place ou un autre attaquant de pointe qui restera sur sa zone et qui permettra justement derrière au milieu offensif d'évoluer plus facilement, parce que combien de fois on a vu là Benzema se retrouver côte à côte avec Valbuena derrière, ben s'ils sont les uns à côté des autres, impossible de faire jouer quoi. Donc ça, c'est à Deschamps de voir aussi. Hein. Moi, C'est- vas-y, Julien. C'est ce que préconise aussi Jérémy sur Twitter, hein, de le mettre tout simplement sur le banc pour voir un peu ce que ça donne, quoi. Et puis de lui donner un petit peu plus l'envie quand il est sur le terrain. Ouais, tout seul sur sur le banc. Ouais, Jean-Michel sur le banc. Moi non, pas du tout, non, parce que enfin, pour moi, je pense que le problème qu'il a actuellement, c'est un creux physique, parce que même si sa position est plus définie avec le Real Madrid, quoique j'en suis pas sûr, il a aussi ce même creux parce que cette année, il marque beaucoup moins de buts. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est pas de la mauvaise volonté de sa part. La preuve, il fait énormément de courses et on peut le voir avec l'équipe de France ou avec le Real Madrid. Parfois, quand vous êtes dans le dur, vous avez tendance à forcer des courses, à forcer des gestes parce que vous voulez en faire plus. Et au final, bah, c'est votre prestation qui s'en ressent. Après, il y a deux solutions quand vous êtes dans la peau de l'entraîneur ou du sélectionneur. C'est soit vous vous dites, bah, il est pas bon ou il est moins bon et je mets celui qui joue au même poste que lui, en l'occurrence c'est Giroud ou c'est Higuain. Ou alors, comme l'avait fait Laurent Blanc dans le passé, quand il avait eu sa première période dans le dur avec le Real Madrid, faut pas oublier que ses matchs avec l'équipe de France lui avaient fait énormément de bien pour sa suite de la saison avec le Real Madrid et aussi avec l'équipe de France. Donc c'est vraiment un problème pour l'entraîneur ou pour le sélectionneur parce qu'il est confronté à un dilemme qui est pas évident à gérer quoi. Après sur le joueur en lui-même, Karim Benzema c'est un joueur extraordinaire. Moi je me mets à la place de n'importe quel entraîneur. On le prend, ça c'est sûr. oui, Benzema, c'est un tueur, ça y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, j'adore Olivier Giroud, hein, il a aussi énormément de qualités, même si elles sont tout autres. Mais s'il était sur le banc, à un moment donné, on ferait le même reproche à Didier Deschamps à terme de dire vous vous privez d'un attaquant qui joue au Real Madrid. Donc Ouais, c'est clair. Mais moi, je te rejoins tout à fait là-dessus, Jean-Michel. Pourquoi? Parce que juste avant que tu donnes ton analyse, pour ma part, moi, c'est vraiment un manque de confiance. Faut être réaliste sur ça. Faut le voir comment il est au Real. Faut le voir comment il est en équipe de France. Il y a quand même une sacrée, il y a même pas de différence. Sur les deux moments, il est vraiment pas bien. Il est pas bien dans sa peau, quoi. Et ça, j'en suis sûr à 2000%, ça se sent. En tout cas, ça se ressent sur le terrain, même à l'équipe de France. En tout cas, sur cette équipe de France, on voyait que les joueurs jouaient, certes, ils ont fait quand même du beau jeu, mais celui qui s'est vraiment un peu plus défoncé, c'était vraiment qui s'est donné à 2000% pour moi, c'était Ribéry, qui voulait vraiment montrer quelque chose contre l'Allemagne. J'ai à deux doigts de vous dire que c'était quasiment peut-être le seul qui allait courir un peu plus que tout le monde. Enfin, c'est même sûr. Mais Ça on fait voyait plaisir de le revoir comme ça d'ailleurs. ça, ouais, c'est clair. Mais on voyait Benzema qui marchait, qui était tête basse, quoi. Et ça, quand on a un joueur tête basse, on peut dire ce qu'on veut, même s'il est timide, même on sait comment il est Benzema. D'habitude, quand ça va mieux, en équipe de France, il était quand même un petit peu mieux. C'est vrai que là, je le trouve un peu tête basse et un peu le moral dans les chaussettes, quand même. En même temps, ce qui se passe au Real, ça va pas arranger les choses non plus, parce que le vestiaire, ça a quand même été un peu une bombe atomique cette année, hein, où il y a eu quand même pas mal de tensions. Donc, Mourinho, qui est pas sûr de rester en place, qui se fait chahuter comme pas possible. Ça va pas l'aider non plus à remonter la pente. Et derrière, en équipe de France, il arrive pas non plus à développer son jeu. C'est clair que là, au niveau moral, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui, hein. Ouais, c'est clair, c'est pas ce qu'il y a mieux pour lui. Mais alors, au Real, c'est sûr, le schéma tactique ne changera pas, ça c'est quasi certain. Mais en équipe de France, il peut changer. J'ai envie de dire, il peut, parce que pas sûr que Deschamps veuille le changer, parce que Benzema n'est pas bien. Donc, comment faire? Alors, est-ce qu'on peut changer le changement tactique? Alors déjà, changement tactique, moi j'aurais dit déjà 2 pointes. Si on voudrait changer, bousculer un peu le schéma, hein.
ou sinon mettre Benzema peut-être sur un côté. Alors ton avis Fred là-dessus, un avis un peu tactique hein, bien sûr. Hein, donc qu'est-ce que tu en penses déjà? Peut-être deux attaquants ou décaler Benzema sur un côté? Moi, je resterai sur un attaquant. Benzema, par contre, je le laisserai pas en pointe parce qu'à l'heure actuelle, un attaquant, enfin un buteur, ça a besoin d'être en pleine confiance pour claquer les buts. Ça, c'est une certitude. C'est pas son cas. Mais derrière, c'est quand même un joueur qui est plus qu'utile. C'est même si on le met dans le couloir, le problème c'est qu'à gauche il y a Ribéry, mais on peut le mettre à droite, ce qui est pas son poste préféré. Ça, c'est certain. Il va encore moins être en confiance si on le met sur le côté. On voit Tout dépend. il aime pas À ça, partir du Je pense que c'est le genre de joueur que si on ne fait pas jouer, c'est-à-dire que si on change la pointe, derrière on joue pas, ça va pas ranger les choses. Parce qu'en plus, sa place de titulaire au Real, il l'a pas. Ça est plutôt compliqué, quoi. Donc, soit on le fait jouer, et on espère qu'il arrive derrière à se relever, à relever un peu la tête, mais qu'on bouge un petit peu. Mais 2 points, j'y crois pas trop, parce que le problème de l'équipe de France, enfin moi ce que j'aime bien à l'équipe de France, c'est le milieu à 3, que je trouve plutôt solide. Bon là, contre l'Allemagne, ça n'a pas été top parce que Matuidi, j'ai trouvé un peu cramé, mais bon ça, en même temps, en période de la saison où il était plutôt dans le dur. Mais en jouant avec un milieu à 3 comme ça, c'est difficile de mettre 2 points pour moi. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais toi, Jean-Michel, pour toi, c'est un changement tactique serait primordial? Non, pas nécessairement. Honnêtement, ça dépend souvent surtout de l'animation, quoi. Donc, quand on voit un Ribéry, un Mathieu Valbuena, ou même Moussa Sissoko, même Cabaye, un peu plus reculé, qu'on voit l'animation qu'ils peuvent mettre actuellement, moi, Karim Benzema devant tout seul me va très bien, quoi. D'ailleurs, il a eu une occasion contre l'Allemagne. S'il met ce but-là, ça peut changer tout son match et éventuellement tout changer sur les matchs qu'il a joué dans le futur. Donc non, moi le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 me convient très bien. Ouais, alors c'est sûr que s'il met ce but-là et qu'il met le coup franc derrière, on parle plus de ça aujourd'hui. Ouais, en plus, il s'est pas forcément bien loupé, hein. Le gardien, il a quand même fait un super barré, donc. Oui, exactement. Ouais. non, il a pas fait un non-match non plus. Hein, non, ça c'est sûr. Ça faut pas dire ça. Mais est-ce que vous avez pas peur justement si vous décalez Benzema sur le côté, ça vous rappelle pas un peu l'histoire de Nicolas Anelka qui était là, qui jouait avant-centre sans jouer avant-centre, Benzema qui était sur un côté ou Ribéry qui était sur un autre côté, qui repiquait dans tous les sens, et à la fin devant ça faisait un peu un micmac, un peu le cirque Pinder, parce qu'à la fin ça tournait un peu en rond et on savait même plus qui était en pointe. Donc c'est un peu quand même la peur à mon avis peut-être de changer un attaquant qui est à Lyon c'était l'attaquant de pointe, hein, qui maintenant au Real de Madrid est un attaquant de pointe, mais peut-être. Ouais, mais derrière il y avait Juninho à Lyon, c'est ça le truc. Ouais, donc voilà, ouais, c'est ça peut-être plutôt. Donc faudrait peut-être changer derrière. Alors je vous rappelle quand même que sur le côté droit c'était Momo Sissoko. Hein, Tu m'as pas convaincu personnellement. Donc voilà, et sur un côté Momo Sissoko, je suis désolé, c'est plutôt un milieu assez robuste et qui sera plutôt un milieu défensif, même si en Angleterre elle a fait un très très bon match. Ça risque d'être un peu compliqué sur ce côté droit qui va peut-être pêcher justement. Alors c'est peut-être l'occasion peut-être de mettre ce petit Benzema. Bon, ça reste un peu compliqué. C'est ce qu'on nous dit sur Twitter. Hein. Jérémy, il nous dit que effectivement, il verrait Benzema soit en 4-4-2, soit 4-4-2 avec Benzema en 9,5, soit effectivement en 4-3-3 avec Benzema sur le côté droit, en repiquant dans l'axe éventuellement, un bon latéral, ce serait bien aussi. Enfin bref, voilà. Et par contre, on avait Nita qui nous disait, je suis pas forcément trop d'accord avec ça. Par contre, que Benzema, il voit pas trop finalement, quelle que soit la solution choisie, que ce soit un 4-4-2 ou alors sur un côté, il voit pas trop que ça pourrait régler le problème. Il nous dit que finalement Benzema n'aurait tendance à pas pouvoir de toute façon passer la balle à l'avant-centre s'il y en aurait un autre, et je trouve que c'est un peu exagéré. Je pense que Benzema, ah oui, quand même. Bon, on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas quelqu'un de forcément d'égoïste sur le terrain, hein, je trouve. Ah non, mais quand on regarde bien sur le terrain, il est hyper altruiste. Hein. Vas-y Fred. Ah, sur le terrain, il est hyper altruiste, malgré que ça soit un attaquant qui, par moment, un attaquant est égoïste, c'est tout à fait normal. Mais Benzema, comparé à beaucoup de buteurs, non, je trouve qu'il distribue le jeu, il cherche justement, non, à mon avis, ça serait pas son style d'être, de partir, admettons, si on le mettait en 4-3-3 côté droit, à partir tout seul comme un bourrin et essayer d'aller marquer le but. Je pense que non, justement, il pourrait apporter sa vitesse, sa technique, et puis surtout la vision du buteur, parce qu'en fait compte les décalages que peut entraîner, admettons si on met Giroud, qui peut peser en tour de contrôle sur la défense, ça peut être pas mal. Après c'est à voir. Hein. Est-ce que vous
vous avez pas remarqué quelque chose, c'est que quand Giroud est un peu plus devant et Benzema un petit peu plus sur le côté ou un peu en retrait avec lui en attaque, justement, Giroud pèse un peu plus sur cette défense, permet aussi à Benzema d'avoir un peu plus d'espace. Donc il manque peut-être quelqu'un d'autre devant, parce que on sait qu'au Real de Madrid, comme tu le dis très bien Fred, il y a Ozil derrière qui fait des appels, ça part sur le côté à droite, il y a Cristiano Ronaldo qu'il faut bloquer aussi. Donc ça reste un peu plus compliqué quand même. Pour Benzema, il y a un peu plus d'espace. Qu'en équipe de France, c'est un peu plus serré, surtout contre l'Allemagne qui a été très très forte défensivement. Un petit mot là-dessus, Jean-Michel, pour toi, Giroud en équipe de France avec Benzema devant, toi, ça te plairait ou pas? Bah après, c'est une option, donc tout le monde a envie de voir des buts, tout le monde a envie de voir une équipe de France offensive. Maintenant, qui dit Giroud devant, dit qu'on enlève un milieu de terrain, donc je pense que le sélectionneur a dans l'idée déjà de pouvoir mettre de la densité dans son milieu de terrain. Pour être costaud à ce niveau-là, surtout dans notre animation défensive. Et toutes les équipes qui jouent avec deux attaquants, déjà il y en a très peu aujourd'hui. Et toutes celles qui sont capables de le faire, c'est toutes celles qui se disent on est assez fort pour pouvoir garder le ballon dans les 30 mètres, dans les 30 derniers mètres adverses. Nous, est-ce qu'on en est capable au jour d'aujourd'hui? J'en suis pas sûr. J'espère qu'on sera capable un jour, mais est-ce que aujourd'hui on est capable de se dire dans 3 semaines, un mois, on joue l'Espagne et on va pouvoir confisquer le ballon et le garder 90 minutes? J'en suis pas sûr. En plus, en deuxième période, ils étaient à 65% les Allemands, donc ou en première période. Pour info, Nitak sur Twitter n'est donc pas d'accord avec nous. Il nous dit qu'on a vu le 4-4-2 pendant 45 minutes et qu'il avait donné 0 ballon à Giroud et pareil quand il était sur l'aile. Ah bon, écoute, à revoir alors, j'ai envie de dire. À revoir. Écoute, moi je n'ai pas vu ça personnellement. J'ai l'impression d'avoir vu le même match, c'est clair. On n'a pas vu le même match, c'est vrai. Même si j'aime bien Nitak. C'est bien un attaquant dont on peut pas trop parler par rapport au fait qu'il soit égoïste, c'est bien Karim Benzema, quoi. Justement, on a tendance à lui reprocher qu'il soit trop joueur, qu'il décroche, qu'il aille sur les côtés, alors qu'on aimerait parfois qu'il soit un peu plus un attaquant axial. Mais il suffit de demander à Cristiano Ronaldo s'il préfère jouer avec Karim Benzema ou avec Higuaín qui lui pense qu'à marquer des buts, quoi. Sa réponse, elle sera vite donnée, quoi. Donc, et on voit que les deux ne réussissent pas actuellement au Real et c'est assez compliqué devant le Real. Ça reste un peu une énigme. La dernière, c'était le petit jeune, d'où le nom m'échappe, qui a été titularisé à la place de Benzema, donc un peu complexe pour les deux. Ouais. Morata, voilà, merci. Donc voilà. Écoutez, messieurs, c'est un peu dur. Peut-être Karim Benzema à Montpellier. Les journalistes de merde. Genre, fait au petit cucu. Il faut arrêter de critiquer le football, de parler mal du football et tout. Ouais, il parle pas mal de football. Non, on parlerait d'un échange plutôt avec Cavani, apparemment, c'est ce qui serait à l'ordre du jour. Mais bon, je vois pas trop Benzema partir sur Naples en même temps. Ouais. En Italie, oula, ça, bizarrement, ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, on verra ça. En tout cas, pas chez Louis Nicolin, ça c'est sûr. Je vous rassure, messieurs. Allez, c'est parti pour top ou flop de quand on aime. Cette semaine, j'ai choisi Nice. Nice qui est quand même 4e, très belle surprise, avec 42 points, si je me trompe pas. Donc voilà, juste derrière Marseille justement, qui est pas mal du tout, cette équipe de Nice, avec Neil Maupay, la belle surprise. Claude Puel qui arrive à sortir un très très bon jeune. Question pour toi. Je vais commencer par Bastien parce qu'on l'a pas très très bien entendu tout à l'heure. On va retester. Pour toi Nice, ça peut être un peu compliqué quand même pour Nice d'essayer de choper la place de Marseille. C'est pas tellement la 3e place qui va être difficile. C'est cette tension du haut de classement pour les petits clubs. Qu'on a tendance à avoir chaque année un petit club qui arrive à se démarquer, qui accroche le podium, ou qui suit très bien derrière, mais qui, vers la fin de saison, ça dégringole, quoi. Donc, est-ce que Nice va arriver à tenir le rythme? Pourquoi pas? Après, on commence à le perdre. Ça y est. On a entendu ce que tu voulais dire, Bastien, que tu voulais dire que ouais, Nice, ça va être dur de garder sur le même rythme. Pour toi, Fred, ça va être assez complexe quand même pour Puel qui est bien en place en tout cas, qui a fait de belles choses en tout cas.
Ah, mais l'équipe est bien en place, le jeu est séduisant, il y a des joueurs qui se sont vachement bien révélés, Boteac, et Seric, c'est vraiment c'est une belle équipe. Maintenant, là, il y a des blessés, j'ai vu qu'il y avait des blessés, Sifnani, enfin, ouais, ça va être compliqué. Je les vois pas rester à cette place-là. Mais bon, pour Nice, terminer 5 ou 6e, ce serait quand même déjà une super belle saison. Donc, mais après, accrocher le podium, non, je les vois pas accrocher le podium. Je pense que ça va être trop limite sur fin de saison. Il suffit qu'il y a un ou deux joueurs qui se blessent, ça peut aller très très vite et la profondeur de banc, ouais, Mopé, il est bon, il a 16 ans, mais derrière, profondeur de banc, il a pas énorme. Donc, non. Mais bon, s'ils arrivent à accrocher une 5e, 6e place, ça serait déjà quand même déjà quelque chose de pas mal. Jean-Michel, pour toi, justement, qui disait que Marseille va pas rester, justement, sur ce podium. Chaque émission, tu nous le dis. Est-ce Oui, que tu mais penses que Nice peut choper cette place? On peut pas avoir un podium à 8 équipes non plus. Donc, vu que j'ai dit que j'avais déjà mis Saint-Étienne, je peux pas mettre tout le monde. Mais Je les vois. par contre, je suis agréablement surpris par Nice parce que, pour les avoir vu jouer un certain nombre de fois, c'est une équipe qui produit beaucoup de jeux, qui en plus joue un peu à l'image de son entraîneur Claude Puel, qui, dans toutes les équipes où il a joué, il y avait cette compatibilité, cette solidarité. Donc, je crois que c'est le genre de club aussi qui lui convient un peu, où on lui demande de bâtir, d'emmener un groupe au plus haut niveau. Il avait eu pareille situation à Lille. Et il avait eu aussi du succès. Après, à Lyon, il est tombé sur une équipe aussi, sur un groupe aussi qui arrivait en bout de cycle. Donc, c'était pas évident à gérer. Mais moi, ça me plaît bien. Je suis curieux de voir à quelle place ils seront déjà dans un mois. Là, ils sont obligés de faire déjà sans Zitanich, donc voir comment ils gèrent ça. Bon, là, il y a le petit Mopé qui a marqué la semaine dernière, mais bon, c'est à voir comment ils vont gérer l'absence de Zitanich. Mais moi, c'est une équipe qui me plaît bien. Donc, sur le podium, je les vois pas sur le podium, mais s'ils font 6e, ce sera une bien belle saison déjà. C'est vrai. Toi, Julien, justement, qui est supporter lyonnais? C'est un peu une énigme, hein, ce Claude Puel qui arrive au bout d'un an à Nice et qui fait des miracles, hein. Il aurait dû faire des miracles aussi à Lyon comme ça, hein. Ouais, il aurait pu aussi. Non, mais t'es pas si. Non, moi, j'apprécie déjà ce qu'il faisait à Lyon. Bon, voilà quoi. C'est vrai qu'après Nice, je sais pas s'ils vont réussir à tenir le choc, mais en tout cas, c'est vrai que je les encourage. Moi, j'apprécie le jeu qu'ils produisent, j'apprécie ce que fait Puel. Et puis, c'est vrai que si en plus, quand il fait rentrer les jeunes, ils arrivent à être décisifs, pourquoi pas, hein. Mopé, très bien. Et en plus, Claude Puel a l'air de faire pas mal confiance aux jeunes. On a vu aussi Grégoire Puel le week-end dernier également, je crois. Donc voilà, moi je suis agréablement surpris. S'il reste, tant mieux, je serais très content. Et puis sur Twitter, ils partagent un peu le même avis, hein, globalement. On a Nitak, AC42 et Jérémy qui nous disent tous les trois que c'est un gros top et que voilà, Nitak nous dit d'ailleurs quand on pense qu'il se battait pour le maintien l'année dernière. Donc voilà, globalement de beaux échos sur Twitter. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant, hein. En plus, je pense que c'est assez rare. Faut rechercher dans les archives un entraîneur qui arrive au bout d'un an, qui arrive cette année. L'année dernière, je veux dire en 2012, hein, qui arrive, mais ses valises et boum, déjà Nice. Une belle ascension. En tout cas, ça c'est clair. On peut lui tirer notre chapeau, même si je suis pas très fan de l'entraîneur. En tout cas, Nice qui joue bien au ballon. Tout le monde nous a toujours dit que il faisait pas jouer ses joueurs au ballon à l'entraînement ou qu'aux caisses. En tout cas, avec Nice, il nous a démontré totalement le contraire, hein. Là, faut être réaliste, hein. Nous, on a été peut-être méchants ces derniers temps, mais en tout cas avec Nice, c'est très très beau. Un petit mot sur Claude Puel, peut-être Fred, parce que t'en as pas vraiment parlé. C'est un peu une énigme, non, lui aussi, hein, d'un côté. Alors moi, Claude Puel, c'est un entraîneur que j'ai toujours apprécié. En plus, j'habite pas très loin de Lille, donc entre Lille et Lens, donc forcément. Et moi, cette équipe de Nice, ça me fait penser à l'époque Puel à Lille, où il y a une équipe qui commençait à bien se construire, il y avait du jeu et ça jouait vraiment super bien. J'ai l'impression de voir ça à Nice. Et en plus, on peut faire un parallèle, c'est que là, il y a à Nice, je sais pas quand ça va être livré, mais il va y avoir la livraison du nouveau stade, donc il y a quand même un gros projet sportif qui est en train de se faire. Et pourquoi pas le nouveau Lille, hein. Donc Nice, une équipe qu'il va falloir suivre, hein, par la suite, hein. Je crois que le nouveau stade c'est dans un an ou dans 2 ans. Pardon, excuse-moi. Je pense que Puel, il peut faire quelque chose de bien là-bas. Je pense que il aura pas la même pression qu'il a eu à Lyon.
Parce que c'est clair et net, hein, Lyon derrière c'était la grosse machine qui était déjà bien huilée, qui tournait bien et la pression elle était là. Donc et à Nice, je pense qu'il y a les mains un peu moins liées et un peu moins de pression. Et pour lui, je pense que c'est l'idéal. Je pense que faudra surveiller ce club. Ouais, on verra bien, mais en tout cas, peut-être la gestion de groupe qui est peut-être un peu plus complexe pour lui. Bon, ça c'est une question que je me posais comme ça parce que enfin c'est pas le problème n'était pas à Lyon au début, c'était plutôt vers la fin. Peut-être à la fin le discours comme tu disais tout à l'heure aussi pour certains clubs ça passe plus au bout d'un certain temps. Écoute, on verra ça. En tout cas, il sera peut-être pas recruté à Les Montpellier. journalistes de merde. On leur fait pipi au petit cucu. Mais il faut arrêter de critiquer le football, de parler mal du football et tout. Bon allez Louis Nicolas, faut que tu rentres là, il est trop tard là, faut que tu ailles te coucher mon ami. Allez, on passe aux pronostics, les pronostics faits par mon ami Flo, que je passe le bonjour, je passe aussi le bonjour à Xavier qui n'était pas là ce soir, qui a quelques petits soucis. Alors attention messieurs, les pronostics, je vous rappelle que sur Facebook, vous pourrez retrouver nos petits classements, actuellement, je crois que c'est Chris, enfin je suis même sûr, c'est Chris, notre Belge, attitré, qui a fait un jour un 100%, qui fait qu'il reste toujours au haut du tableau actuellement. Il est, je crois, à 70% devant tout le monde. À vérifier, je vérifierai ça. En tout cas, allez voir sur notre page Facebook de Quand on aime le foot, on parle foot, l'émission. Allez messieurs, c'est parti. Premier pronostic. Manchester City contre Chelsea. Voilà, en première ligue, un match quand même qui va être assez complexe. Donc là, on va commencer par Fred automatiquement. Quel est ton pronostic? Compliqué quand même. Ah ouais, là ouais. Et en plus attention, les Manchester prochains, ça va être encore plus dur. Manchester City sont dans le dur là à l'heure actuelle. Moi, je vois bien Chelsea. Allez, Chelsea, Ouais. ça marche. Allez, mon ami Jean-Michel Badiane, qui est un roi des pronostics, lui, il vous fait beaucoup gagner d'argent, ça je vous le dis. Je vois. Bonne question. Je vois un nul, 2 buts partout. 2 buts partout pour Jean-Michel, ok, un nul. Pour toi, Bastien, ton pronostic Manchester City ou Chelsea? Je vois plus une courte victoire de Chelsea. Courte victoire de Chelsea, ok, ça marche. Julien? Bah ouais, franchement c'est super compliqué ce match-là. D'un côté Manchester City sont un peu irréguliers en ce moment, mais c'est deux très grosses équipes qui jouent très bien. Moi j'ai vraiment du mal. Je vais faire comme Jean-Michel, je vais dire un nul. Un nul, ok, très bien. Et pour ma part aussi, ça sera un nul, parce que assez complexe, même si Chelsea pourrait faire quelque chose de très très beau à la fin du match, mais bon. Assez complexe quand même. Allez, 3 matchs nuls et 2 victoires de Chelsea. Personne voit Manchester City gagner. Ok, très bien messieurs. Allez, deuxième pronostic. Inter de Milan, Milan AC. Ça c'est pour Jean-Michel Badiane. Un match quand même assez compliqué en Italie. Donc vas-y Fred, ton pronostic sur l'Inter de Milan et Milan AC. Sympa les pronos ce soir, dis donc. Ah oui, attention, le troisième, je te laisse la surprise. Ouais. Ouais, l'Inter, je pense qu'ils vont vouloir se rattraper parce que là ils ont pris une sacrée déculottée contre la Fio, donc je vois l'Inter gagner. Je vois quand même l'Inter gagner contre Milan, même si Milan revient bien, mais bon allez l'Inter. L'Inter, oh là, tu vas pas te faire des amis. Jean-Michel, je suis obligé de te le demander quand même. Bah oui, il faut, oui. AC Milan, 3-1. Ah oui, quand même. Ah oui, non mais il rigole pas. C'est ça, c'est. Et à chaque fois qu'il pronostique sur le Milan, je crois que le Milan perd à chaque fois. Faudra vérifier. Faudra vérifier. Alors ne votez pas, ne me pariez pas sur le Milan cette semaine, c'est mort. Le Milan va perdre. Milan. Julien, ton pronostic? Moi, je vais dire une courte victoire du Milan AC. Pourquoi Balotelli ne marquerait pas encore un petit coup franc sur un malentendu. Et puis sur Twitter, on avait Jérémy. Surtout sur Manchester City et Chelsea aussi. Ouais. Et donc on avait Jérémy qui nous disait Chelsea tout à l'heure, but de bas, et on avait Mita qui nous disait match nul sur le match de Chelsea-Manchester avec les deux équipes qui marquent. Et Jérémy sur Milan, il nous dit Milan AC. Il nous dit que l'Inter est pas terrible en ce moment, il voit Milan AC. Ok. Et Julien, tu nous avais dit? Et moi j'ai dit courte victoire de Milan AC. D'accord, très bien, parce que je l'ai pas marqué. Ok, c'est très bien. Je vous rappelle aussi que nos chers membres du groupe ont mis Chelsea un gagnant pour Manchester City. Chelsea, c'était
Il y a 4 votes pour ce Chelsea et pour l'Inter de Milan, Milan AC. Ça va être assez complexe et c'était assez tendu et c'était un peu plus pour Jean-Michel, hein. C'était Milan AC, hein, messieurs. Donc voilà, hein, ça va être un peu complexe, hein. Mais moi pour Bastien aussi, j'aimerais bien savoir ton pronostic Inter de Milan ou Milan AC. Victoire du Milan, c'est je dirais. 2-0. 2-0, très bien. Ouais. Ok. Et pour ma part, bah moi, ça va être assez complexe vu que personne n'a parié sur le match nul. Bah moi, je vais parier sur un match nul. Écoutez, messieurs, ça va être assez dur, même si l'Inter, c'est un peu dur pour eux, mais c'est vrai que c'est un peu complexe. Écoutez, Fred est le seul à avoir pronostiqué sur l'Inter. Ah, On ils verra sont capables ça. de tout et de rien. Ça, c'est l'Inter. Ils peuvent réussir un super match comme faire quelque chose de super merdique. Donc, on verra bien. Hein. Ouais, c'est clair. Et le dernier pronostic le plus dur, je crois, hein, pour certains membres du groupe, hein. PSG Marseille, bien sûr, on est obligé, messieurs. On est obligé, c'est El Clasico, comme le dit très bien nos amis de Canal+. Alors pour toi, Fred, je te laisse un petit temps de réaction, vous savez. Parce que là, Ce qui est bien, c'est que ça va être super objectif, hein, quand même. ah ouais, non mais oui, c'est déjà. Et deuxièmement, la semaine, je crois dernière ou avant-dernière, on a eu des pronostics vraiment très très mauvais avec Larsen Touré, que c'était vraiment une blague. Là, cette semaine, c'est impossible de se départager. C'est les plus durs pronostics, je crois qu'on en a depuis qu'on a commencé cette saison-là, en tout cas. Allez, Fred, ton pronostic. PSG ou Marseille ou match nul, hein. Bah, si le PSG avait réussi à gagner à Sochaux, je pense que j'aurais mis match nul. Je pense que Marseille aurait réussi à faire un petit coup sympa sur le PSG. Mais là, je vois le PSG, grosse révolte et victoire, une victoire 3-1 du PSG. Ok, très bien. Je vous rappelle juste que les membres du groupe n'ont pas pu se départager, hein. Même pas un match nul, hein. C'était victoire du PSG, victoire de Marseille, c'est 50-50. C'est même pas la peine de se départager, c'est impossible apparemment, hein. Jean-Michel, pour toi, la grosse révolte à Paris? Bon, ce sera même pas une grosse révolte. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-1. Oh oui, oh. Ah oui, tu veux te venger du match, de l'autre match retour, c'est ça? De Non, match aller, je veux dire. Non, parce que j'entends parler de révolte, mais ça sera un match comme un autre. C'est pour Marseille ou c'est un match exceptionnel? Le Paris Saint-Germain jouera un match comme un autre. Oh là là. Ah là là, voilà, ça y est, Jean-Michel l'a mis à bon pic. Bah Bastien, on va te laisser répondre à ça, toi qui es Marseillais. Il va falloir que tu pronostiques. Pas de grosses réactions, étant donné que c'est la première fois que Paris a l'impression de voir les gens de haut. Donc, ça me choque pas. J'ai envie de le laisser chanter, comme on dit. J'ai même plaisir. vu un brassard sur les bras marseillais ce week-end, J-8. Moi, je pensais qu'il y avait J-8, un truc, exact. une soirée à Euro Disney ou un truc comme ça. En fait, non, c'était le PSGOM. C'était pas le décompte de la Star Academy, messieurs. Non. C'était le vrai décompte du PSG-OM. Oui, c'est vrai. Ben, c'est bien, ça Oui, Euro Disney aussi. Euro Disney, oui. on va avoir Mickey, enfin Ibrahimovic, assez grand comme ça, avec des grandes oreilles, ça revient un peu au même aussi. C'est pas un problème, mais non, je vois quand même la victoire de Marseille. J'irai plus sur un petit 2-1. Allez, 2-1 pour toi, Bastien. Très bien. Marseille, ok, ça marche. Toi, Julien, faut pas que Moi, Marseille gagne parce que sinon, Marseille peut peut-être passer devant Lyon aussi à vérifier. ouais, mais dans les deux cas, ça arrange pas forcément Lyon, tu sais. Donc, C'est vrai. moi, j'ai pas envie de trop me mouiller, j'ai pas non plus envie de me faire trop d'ennemis, donc je vais rester sur un petit match nul en plus bien dégueulasse, genre 0-0. Et puis, Jérémy sur Twitter vote pour le PSG. Ok, très bien. Bah écoutez, ça va être un match qui est annoncé tambour battant. Ah, ouais. Pourquoi J-8 à mon avis, Jean-Michel, on va pas se le cacher, un Canal Plus est derrière tout ça. En tout cas, ils nous l'annoncent partout. Merci Canal Plus. Donc j'espère pour eux que ce soit un très grand match parce que ça va être assez complexe. En tout cas, pour ma part, un match hyper serré, voire hyper tendu plutôt. Mais je vois au parc, ça risque d'être compliqué. Ils vont vouloir se venger. Allez, en plus, s'ils font déjà qu'en Ligue des Champions ils sont quasiment qualifiés. Allez, non, mais je suis obligé de mettre le PSG. Je suis désolé, hein, messieurs. Hein, j'aurais bien voulu suivre Marseille, mais ça va être assez complexe. Je suis désolé, Bastien, ce soir t'es un peu tout seul. Mais bon, la révolte marseillaise arrivera derrière, hein, parce que PSG gagne même pas contre Sochaux. Alors on s'en fout. Marseille gagnera pas. Ouais, nous non plus. Hein. Mais, j'y crois. On est derrière. On est toujours derrière, donc j'y crois à cette victoire quand même. Ok. Après,
bon, on verra bien, j'ai envie de dire. En tout cas, on verra ça ce week-end. Hein, en tout cas, ça va être un très beau dimanche. Hein. Ça va être un très très beau dimanche avec les matchs qui vont suivre. Les journalistes de merde. On leur fait pipi au petit cucu. Mais il faut arrêter de critiquer le football, de parler mal du football et tout. Ah, c'est fini. Je vous mettrai plus nu, Nicolas. Il m'a saoulé. Le pipi au cul là. Non. Allez voir sur YouTube, il y en a énormément. En tout cas, merci pour cette émission, Fred de jeunefooteux.com qui est notre partenaire. Je pense toujours partenaire. Hein, si on a fait une bonne émission, ça a été. Parfait, c'était nickel. Voilà, on a été bien noté dans les colonnes, c'est bon. Tu nous noteras par individualité, hein. On verra ça, on mettra ça sur France Football. Hein. Jean-Michel Badian, comme d'hab, 10 sur 10, il tacle super bien. Il est un très très bon tacle. On le connaît. Allez, merci à vous tous, chers chroniqueurs, merci à Jean-Michel, merci à Julien, merci à Bastien qui a fait sa première aujourd'hui, j'espère pas sa dernière. Et puis merci à tous nos chers tweetos qui nous suivent, hein, surtout à Monsieur Batté, j'ai envie de l'appeler comme ça, tiens, Monsieur Batté, je l'appellerai comme ça tous les soirs maintenant. Merci à vous tous, chers tweetos, merci à vous tous, chers chroniqueurs aussi qui sont pas là, hein, Tom, Chris, Xavier et encore d'autres. Hein. Voilà, et merci aussi encore à tous nos sponsors, hein, tout le monde s'en fout. Football.fr et jeunefooteux.com, hein, bien sûr, hein, on n'oublie pas. Son site, hein, pour aller créer des beaux sites, des beaux blogs, enfin voilà. Merci à vous tous, chers chroniqueurs, et puis à mardi prochain encore avec de belles surprises, un bel invité. On verra ça, vous verrez ça sur nos pages respectives. Allez, on se retrouve mardi prochain à 21h. Salut, ciao. Bonsoir. Valentina partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.